Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et Sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a le privilège d'accueillir Jérémy qui vit avec une maladie oculaire orpheline dont le syndrome est connu, c'est la dystrophie des cônes. Et tu vas nous expliquer comment se passe ton quotidien, comment tu vis avec cette maladie, surtout que tu es le seul à vivre avec ça, l'un des seuls. Le seul pour l'instant. Le seul pour l'instant. Diagnostiqué en tout cas. Et surtout le sport que tu fais, puisque tu fais du trail et tu vas nous expliquer comment tu vis et le trail et la maladie. Exactement. Je te laisse nous expliquer déjà comment tu t'es rendu compte que la maladie est apparue dans ta vie. Ouais, alors tout d'abord moi je suis ancien footballeur et en fait je m'en suis rendu compte un matin avant d'aller au petit déjeuner au centre de formation. Donc je vais aux toilettes et je me rends compte en me regardant dans le miroir qu'il y a une petite tache. Alors ça du jour au lendemain. Donc je vois une petite tache qui se saccade comme une cicatrice qui se saccade dans le miroir. Donc au début je pense que je suis juste fatigué. Et sur 2 semaines, j'ai mon champ de vision qui va se réduire et je vais commencer à avoir des taches de flou. Donc pendant un petit mois ça s'est dégradé, ça s'est bien dégradé, donc surtout sur mon œil droit. Et donc j'ai commencé à avoir des grosses zones de flou dans mon champ de vision. Et au bout de 1 mois, ça s'est stabilisé. Et ensuite, donc je me suis rendu compte des zones que j'avais. Et ça s'est dégradé tout simplement comme ça. Voilà, je suis allé dans les toilettes et du jour au lendemain, ça a saccadé avec un petit point et ensuite le champ de vision qui s'est réduit. Ok, et du coup de là, t'as, j'imagine, été voir ton médecin quand ça s'est aggravé, quand... Alors là, du coup, dans un premier temps, non, j'ai rien dit. Je me posais les questions en fait. Je me disais, est-ce que je suis fatigué, est-ce qu'il y a un souci. Et au bout d'1 mois et demi, un peu plus après que ça s'est stabilisé, je me suis dit, je vais en parler quand même autour de moi. Et du coup, j'en ai parlé à mon kiné du centre de formation et qui lui m'a envoyé vers un ophtalmo. Donc je suis allé voir un ophtalmo, l'ophtalmo m'a fait les tests basiques pour voir mon acidité. Donc il me fait les tests et il me dit vous avez 10 sur 10 monsieur. Donc je dis ok, je dis pas possible, je suis fou. Il y a quand même un problème. Il y a un problème, et je sors et je marche dans la rue, il y a 3 km entre l'ophtalmo et le centre de formation. Je marche et je me prends des choses que je vois pas dans les jambes, les petits plots de la ville. Je dis il y a un souci. Il y a un souci, je fais des tests sur 3 km, je fais des tests, je ferme mon œil, je me rends compte que là je marche, je frôle une personne alors que je l'avais pas vue. Okay. Et donc là je me rends compte vraiment qu'il y a un souci. Là, Et du coup à partir de ce moment-là, c'est là que mon kiné, j'en ai parlé à mon kiné, donc il m'avait dit que j'avais 10 sur 10 à mes yeux. Mais je sors et je me rends compte que il y a un problème. Il y a un problème. Je me tape un plot, je me fais mal, je vois, il y a un souci. Du coup, je lui en parle, lui il me croit. Et au début, je veux pas en parler parce que j'ai l'impression que je vais passer pour un fou. Ok. J'ai jamais eu de soucis aux yeux. Enfin, quand on n'a pas de soucis, quand on se rend pas compte de la chance d'avoir des bons yeux. Parce que moi, j'avais jamais eu de soucis et je me disais pas les yeux, ça va changer quelque chose à ma vie. Et là, genre, je me rends compte que juste d'avoir le champ de vision qui baisse ou j'ai des zones de flou, ça, dans la vie au quotidien, ça va me déranger. Mais c'est handicapant. Enfin, là, tu te rends compte que finalement, ça chamboule un peu tout, quoi. Exactement. Et du coup, mon kiné me renvoie vers un hôpital à Reims. Donc, à cette époque-là, j'étais au centre de formation à Auxerre. Donc, Reims, c'était le plus proche pour faire des tests poussés. Donc, je pars faire mes tests poussés là-bas à Reims. Donc, un champ de vision basique. Donc on met la tête dans une machine, on a un écran derrière avec un gros faisceau lumineux, enfin une grosse planche lumineuse. On fixe dans l'axe et il y a un petit faisceau lumineux qui vient vers le milieu. Et quand on voit le faisceau au milieu, quand on regarde le point fixe, on vient appuyer sur le bouton. Okay. Et ensuite ça nous fait notre champ de vision approximatif. Ok. C'est le même test pour l'audition où quand on entend un bruit, tu appuies sur le bouton, quoi. Un petit peu, oui. Okay. Un petit peu. Et là, je fais le test et au bout de 5 minutes, la personne m'arrête et me dit « Monsieur, faites un effort.
Bah, je Donc, le fais l'effort. Je fais l'effort, là, je suis en train de faire de mon mieux en fait. Et du coup là, je m'énerve un petit peu avec la personne. Donc j'arrête le test, je pars. Là, mentalement, ça commence à basculer. Est-ce que tu te dis quoi là à ce moment-là? Mais je me dis, il y a un gros souci là. Si un spécialiste comme ça, enfin comme ça, c'était pas un grand spécialiste, mais si un spécialiste vient me dire déjà de faire un effort alors que là je suis au top de mes moyens, parce que mentalement je suis en train de tomber parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Parce que c'est pas un truc, je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai? Et donc là je sors de ce test, je rentre, je vais voir mon kiné, je lui dis ça. Et en fait, dans les centres de formation, on est un petit peu pistonné dans le sens où on a beaucoup de contacts avec les hôpitaux. Oui. Et du coup, mon kiné, monsieur Darras, là, qui était à Auxerre, qui est l'ancien kiné de Giroud. D'accord. Je ne sais pas si tu connais Giroud, mais très connu dans le monde du football. Il m'envoie à Rothschild à Paris. D'accord. C'est Donc, un autre hôpital? Ouais, c'est un hôpital très connu, Rothschild, sur Paris, qui normalement a tous les dernières machines pour faire les tests et tout ça, mais c'est pas spécialisé dans les yeux. Je vais là-bas, je fais des tests poussés, ils me disent là il y a un souci monsieur. Donc là je vois des vrais spécialistes qui me disent là il y a vraiment quelque chose. Ouais, tu refais le même test du coup? Alors je refais le même test et puis je fais d'autres tests un petit peu plus poussés au niveau de la rétine. D'accord. Mais du coup à partir de ce moment-là ils me disent là il y a un souci monsieur, mais on peut pas voir, on n'a pas les machines nécessaires pour aller voir ce que vous avez exactement. Ok. Donc là, il me redirige, donc une 4e fois, je change d'hôpital, et là, je vais au 15-20 à Paris, à la Bastille. Et là, du coup, je vais faire des EG, c'est des électros pour la rétine. D'accord. Donc là, ils vont faire des tests poussés pour voir mes cônes et pour voir ma réactivité. Alors là, c'est des tests sur une journée où c'est très poussé. Ils viennent me brancher, c'est un peu à la X-Men, ils mettent des branchements au niveau des yeux, ils m'anesthésient l'œil. Et ensuite, ils viennent me passer un fil de fer qui est relié à de la pâte, qui est mise ici et ici. Okay. Et ensuite, comme j'ai l'œil anesthésié, je vais plus cligner les yeux. Et à partir de ce moment-là, ils vont me faire un test de 1h30 à peu près, où je suis dans une salle, c'est très fatigant. Là, j'imagine que ça doit être très perturbant aussi, Exactement, ouais. Et là tu te dis, oh, là je fais des tests que j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Exactement, et là ils me font les tests poussés. Et donc là je suis hospitalisé par le professeur Odo, qui est un grand spécialiste de l'œil. Donc les 15-20 à Paris, c'est l'hôpital national des yeux. Ok. Et donc là, à partir de ce moment-là, le professeur Odo va m'expliquer que il n'a jamais eu un cas comme ça, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils vont me faire une prise de sang, qu'ils vont essayer d'analyser mes gènes avec d'autres gènes déjà prélevés. Ok. Et bon, ça a pris du temps, hein, je parle de ça, ça faisait 5 ans à partir de là où je te parle. D'accord. Mais du coup, là, il y a à peu près 4-5 mois, j'ai eu les résultats d'analyse sur 380 gènes et ils n'ont toujours pas trouvé un gène comparatif au mien. Ok. Du coup, là, je suis officiellement, pour l'instant, le seul à avoir cette pathologie, du moins dans l'hôpital. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais pas à ce temps-ci, au niveau des 15-20 et peut-être dans les autres hôpitaux, je ne sais pas s'il y en a, mais au niveau des 15-20, qui est l'hôpital national de France, ils n'ont pas trouvé une autre pathologie comme ça. Ok, et du coup, à quel moment tu t'es dit, ok, là je suis pas fou, enfin, il y a vraiment... À ce moment-là, où le professeur me dit ça, enfin non, peut-être un petit peu avant où je me rends compte que je me fais mon idée tout seul, où je me rends compte que, enfin là quand je me fais les tests tout seul en fait. Ouais. Quand je marche dans la rue, je ferme mon œil gauche, je regarde un peu à droite à gauche, je vois que là c'est flou, enfin c'est un peu dur à expliquer, mais en fait je me rends compte des zones de flou que j'ai dans l'œil. Ouais, et tu te dis là... Et là je dis, il y a vraiment quelque chose. Il m'a dit que j'avais 10 sur 10, mais je vois bien que c'est... Mais au final, en faisant des tests, j'ai 8 ou 9 sur 10 dans l'axe. Donc je vois très bien dans l'axe. Ok. Mais par contre, j'ai mon champ qui est très abîmé en fait. Ouais, en fait, les tests classiques, c'est vraiment... c'est bon, c'est... T'as vraiment 10... Enfin, ouais, j'ai 10 sur 10, à la limite, mais je vois très très bien dans l'axe, quoi. Ok. Et en fait, c'était plus ça qui était dur quand il me dit que j'ai 10 sur 10, et qu'après, je me rends compte que... Est-ce que je suis fou? Ouais. Est-ce qu'il a raison? Enfin... Et après, je me rends bien compte que... Oui, il y a quelque chose un et que ça vient pas de toi. Exactement. Et puis quand le professeur Odo me confirme ça, alors là j'ai la maladie, je fais les tests, enfin je commence à avoir la maladie qui est fixe, et je fais les tests 7 ou 8 mois après. Ok. Donc j'ai eu quand même un petit peu le temps de m'en rendre compte, mais dans ma tête c'est pas confirmé, j'ai pas une maladie
Ok. Je sais pas ce que j'ai, quoi. Et c'est parce que, tu dis 7 à 8 mois parce que c'est long ou parce que toi, le temps que... Je pense que c'est moi mentalement, en fait. Ok, t'avais Mentalement, besoin de- parce que comme j'étais dans mon objectif de foot, juste avant, j'étais dans un autre centre de formation où j'avais signé une année de contrat professionnel. Enfin, en stagiaire élite, on appelle ça, c'est un contrat jeune avec 1 an professionnel. En fait, mon club a coulé, du coup, c'est là que je suis parti à Auxerre. D'accord. Et du coup, mentalement, j'étais arrivé à ce que je voulais faire. Ouais. Et que là, que ça soit pas une blessure, que ça soit pas d'autres soucis à côté, que ça soit vraiment un truc comme ça qui arrive inconnu, c'est plutôt ça qui a été dur d'accepter. Ouais. C'est pour ça que là, même sur 7-8 mois, je me dis non, mais j'ai rien, t'as rien, Jérém. Ouais, ça va passer, quoi. Ça va passer, tu vas pouvoir reprendre et. Parce que tu as essayé de jouer en Ouais, après comme si j'ai de rien repris. n'était. Après, ouais, j'ai repris, du coup, je suis reparti dans un club semi-professionnel, donc qui joue en national. Et enfin, là j'ai plein d'anecdotes, mais j'ai un jour où je fais une passe à un adversaire dans un stade, il y a 7000 personnes dedans, et il y a un silence de 3 secondes. Enfin, moi, ça me paraît Oui. 30 secondes, mais je fais une passe parce qu'avec mes yeux, j'analyse mal, et en fait, je confonds un joueur avec un autre joueur, et il y a un silence de 3 secondes de 7000 personnes. Ouais. Et là, je me dis. Et là, je pense que c'est des petits coups comme ça, des petits coups qui font Ouais. que. Et ça a été le coup de massue de faut que j'arrête. Ouais, genre, j'ai pas encore arrêté de suite, hein. Après, j'ai essayé de continuer encore un peu, mais ça en a fait partie. Ouais. Moi, c'était plein de petits chocs comme ça qui a fait que j'ai fini par faire une dépression à la suite de ça, quoi. Et c'est toi qui as décidé de partir ou c'est ton club qui a dit là, il faut... Non, c'est Il faut arrêter. Alors là, quand j'étais à Auxerre, du coup, comme j'ai presque pas joué de l'année parce que j'avais fait une blessure aussi, Ok. donc j'avais signé mon contrat professionnel l'année d'avant à Sedan. Je suis parti à Auxerre avec mon ancien coach. Et là, du coup, comme j'étais arrivé en fin d'année, comme le club a coulé, comme j'étais sous contrat avec l'autre club, j'étais obligé d'attendre que le club coule vraiment pour pouvoir changer de club. Ok. Du coup, c'était arrivé à la fin d'année, il n'y avait plus de contrat, du coup, j'avais signé juste 1 an. Et comme j'ai presque pas joué, ils m'ont juste pas reprolongé. Ok. Du coup, là, j'ai dû rechercher un autre club. Donc, j'ai recherché un autre club. Je suis retourné en Bretagne avec ma famille et tout ça. Et c'est là que j'ai repris avec ce club semi-professionnel. Et là, je me suis rendu compte au début. Bon, du coup, là, je reviens dans la vraie vie. Hein. Je suis plus au centre de formation. Enfin, j'ai 20 ans. Je suis plus au centre de formation. Là, je dois commencer un travail. Enfin, j'ai passé mon bac, mais bon, j'arrive vraiment dans la vraie vie, quoi. Ouais. J'arrive dans la vraie vie. Avec pas du tout les plans prévus. Pas du tout ce que j'avais prévu, quoi. Et du coup, je connais rien à la vie. En fait, ça fait 10 ans que je suis au centre de formation. Et j'ai été bichonné par mes parents, enfin par le club. On fait rien, en fait. On se concentre sur le football parce Ouais. qu'on a un objectif, c'est être footballeur professionnel. Et si on se consacre un petit peu à autre chose, bah malheureusement, on va pas être optimisé pour arriver à notre objectif. Ouais. Et eux, c'est pas ce qu'ils auront envie. Donc voilà. Oui, là, tu apprends à revivre sans le... J'apprends à vivre dans la vraie vie, quoi, vraiment la Ouais. vraie vie, parce que là, je fais pas une machine à laver, à manger, je fais rien, enfin, je sais pas rien faire, mais j'arrive vraiment dans la vraie vie, je commence un travail, je m'entraîne le soir. Et du coup, ce qu'on a oublié de dire au niveau de la maladie, c'est que moi, en fait, c'est le jour qui est atténuant pour ma maladie. En fait, moi, les cônes, ils me servent vraiment pour la journée. C'est la luminosité qui vient me faire ce trouble visuel, qui vient atténuer mon champ de vision. Donc, j'ai à peu près 80% de mon champ de vision à droite qui est touché, et à gauche, j'ai à peu près 60% de mon champ de vision qui est touché. Ok. Donc, c'est vraiment le jour. Et donc, quand j'arrive la nuit, je vois normalement, en fait. Ouais, t'es un hibou, quoi. Je suis un hibou, exactement. Et en fait, au début, en fait, ce qui était dur aussi, c'était que, du coup, dans la journée, je voyais mal, et je rentrais le soir, enfin, la nuit passait, ça allait bien. Alors, j'avais un léger trouble avec les lumières artificielles. Classique, ouais. Mais ça allait, j'avais pas de gros troubles. Donc, je me disais, c'était là où je me disais, est-ce que j'ai vraiment quelque chose, en fait? Ouais, je suis un peu fou. Ouais, non, mais vraiment. Ouais, c'est 100 ans. Enfin, tu dois dire, là, je l'ai, là, je l'ai pas. Exactement. Là, ça va, là, ça va pas. C'est quoi ce truc, en fait? J'ai rien, je suis fou, Et puis après confirmation. Ouais, ça t'a été expliqué, ouais. Et du coup, Franchement, là, quand on m'a expliqué après, et puis quand j'ai vu tous les tests, quand ils te mettent un gros casque sur la tête, avec des gros fils qui tentent, et pendant 1h30 dans une salle, à pas bouger, à faire des tests, là, je me dis, ok, là, c'est sérieux, j'ai vraiment un truc. Ouais. Oui, là, ils vont vraiment chercher beaucoup là, ils vont plus loin vraiment... que le simple test. Exactement. Ouais, là, okay. C'est une journée complète où
on t'anesthésie les yeux avec des gouttes et on te mitraille de tests. Ok, et du coup, donc là, ils font des tests sur tes gènes, du coup. Comment ça se passe? Enfin, c'est quoi le processus pour ça? Alors là, du coup, ils me font signer une décharge et en fait, ils me font une prise de sang, tout simplement. Ok. Et là, ils comparent la prise de sang avec tous les autres gènes qu'ils ont eu. Et du coup, là, ils n'ont rien trouvé officiellement. Du coup, là, dans le mois, là, où ils vont refaire un test national au niveau de ma maladie. Ok. Où ils vont en parler avec d'autres professeurs, d'autres docteurs, pour pouvoir voir comment ça avance. Bon, après, je sais pas exactement ce qu'ils m'ont dit, mais pour voir comment ça avance. Et suite à cette réunion, ils vont envoyer un transporteur chez mes parents et du coup chez moi aussi, pour faire une prise de sang et pour analyser aussi les gènes au niveau de mes parents, de ma sœur aussi, et de moi, pour essayer de voir si c'est pas au niveau même génétique. Ok. Et héréditaire. Dans ma famille. Exactement. Ok. Et du coup, l'idée, c'est de voir, de chercher quel gène chez toi a une anomalie par rapport à des gens qui n'ont pas la pathologie. Exactement. Ouais. Ok. Et pour l'instant, Rien trouvé. Ok. Donc là, j'attends les réponses. Normalement, là, milieu du mois, je devrais avoir un peu plus de réponses là-dessus. Et on vit comment quand on n'a pas de réponse sur ce qu'on a? Eh ben, au début, c'est dur, hein. Au début, pendant peut-être 2 ans, je dirais bien 2 ans et demi, grosse dépression. Ok. Donc là, ça a été très dur parce que c'est là que je vois que le mental joue beaucoup là-dessus. Donc là, je délaisse ma famille, alors que ma famille elle est pour moi, hein. Mais je délaisse ma famille, je vais voir du coup les copains, parce que quand on est en centre de formation, faut savoir qu'on est un peu enfermé. On est bichonné, tout ça, mais on n'a pas le droit de sortir, hein. Il y a pas de sortie, c'est pas la fête, hein. C'est le foot. C'est le foot, et puis moi j'habitais à 700 km de chez moi. Ok. Donc je pouvais pas rentrer, même les vacances, des fois je rentrais pas, des fois pendant 6 mois je rentrais pas chez moi. Ok. Ouais. Donc les amis que j'avais un peu plus jeunes, donc là j'ai commencé à revoir mes amis, faire la fête, et puis il y a des bonnes influences, puis il y a des mauvaises influences, et petit à petit faire la fête, dépenser l'argent gagné du football, et puis petit à petit le mental en fait je pense que c'était pour oublier la maladie. Ouais. Mais petit à petit en fait t'étais en train de couler, petit à petit c'était pire. Ouais. Alors j'oubliais, je m'amusais bien au début, pendant 1 an c'était bien, mais après petit à petit je me suis écroulé, et jusqu'à en venir à dormir dans ma voiture, parce que je pouvais plus dormir nulle part, mais je dormais à 5 km de chez mes parents, et pendant presque 8 mois j'ai dormi dans ma voiture, juste à cause du mental, alors que mes parents étaient là pour moi, hein. C'était la colère qui t'en voulait au monde entier? La déception, ouais. Ok. La déception de moi, mais peut-être de me dire j'ai déçu mes parents, alors que pas du tout. Ouais. Parce que faut savoir que mon père, en tout cas, mes parents, mais plus mon père mon père m'a pris jeune, m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je l'ai regardé, j'ai dit je vais être footballeur. Il m'a dit ok, on va se donner les moyens alors. Ouais. Et il m'a pas lâché. Il m'a pas lâché. Mon père il m'a amené à 700 km de chez moi, pour faire des tests au centre de formation. Et mon père a été très présent pour moi. Ouais. Et du coup, de me dire que je vais pas réussir. Ouais, tu pouvais. Pour lui, moi je me dis pour au moins lui, pour moi aussi. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Exactement, et j'ai l'impression d'être pas redevable par rapport à ça. Ok. Du coup, je me voyais pas rentrer comme ça, mais c'était psychologique. Oui, parce que pas du tout. Pas du tout. 2 ans et demi après, je suis revenu, plus ou moins, je suis pas revenu comme ça du jour au lendemain, mais faut savoir que ma sœur a été quand même là pour moi, parce que mes parents étaient quand même énervés. Parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je refusais de l'aide, mais ma sœur comprenait. D'accord. Et du coup, ma sœur m'a beaucoup aidé, et puis à ce moment-là, j'avais mes grands-parents. Mon grand-père était malade d'un cancer, et puis j'étais pas là. D'accord. Ouais, c'était une bonne boule. Donc je pense que mon père m'en voulait à rapport à ça aussi, parce que mon grand-père est tombé malade, j'ai perdu ma grand-mère, puis mon grand-père était malade, et puis j'étais pas là en fait. Ouais. Alors là, je suis venu au funérailles de ma grand-mère, mais en même temps, je suis toujours pas là. En fait, je suis là pour ce moment-là, mais ça va pas dans la tête encore. Ouais. T'es dans ta bulle, un peu dans ton monde. Ouais. Alors que je viens de perdre ma grand-mère. Hein. Et du coup, voilà. Vraiment le déclic après, c'est que je perds mon grand-père, mais 2 semaines avant, je suis toujours pas là en fait. Et il y a personne qui peut s'occuper de mon grand-père qui est malade chez lui, quoi.
Et en fait, moi, à l'époque, je suis livreur à vélo. Ok. Donc, je suis auto-entrepreneur, donc je peux gérer mon emploi du temps. Et alors, ça commence à aller un petit peu mieux par rapport à ça. Et puis là, je décide d'aller voir mon grand-père. Et là, pendant 3 semaines, je m'occupe de mon grand-père. Je vois mon grand-père mourir devant mes yeux. Ok. Et là, je pense que c'est un déclic. C'est un des déclics qui a fait que ça allait mieux après. Qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai perdu beaucoup de temps. Ouais. J'ai perdu beaucoup de temps et alors que regarde, ta famille qui est là pour toi. Mm. Et toi, tu es là, tu te morfonds sur toi-même alors qu'il y a pire dans la vie, même si c'était pas ce que j'avais prévu et que chacun à son échelle, on a des difficultés, mais je dis, bon, relativise, tu viens de perdre ton grand-père, tu as perdu là 3 ans où tu aurais pu passer du temps avec lui, tu vois. Ouais. Et là, surtout de voir mourir devant les yeux, c'est dur de voir la mort d'un être proche en plus. Du coup, Ouais, là, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque là, chose. c'est vraiment un déclic. Et après, c'est le dernier déclic. J'ai un premier déclic où j'ai un ami qui m'aide à sortir de ma voiture, dans le sens, il m'héberge un petit peu chez lui. Et alors, je revois toujours pas mes parents à ce moment-là, Ok. mais il m'aide à dormir un petit peu chez lui. Et ensuite, il me propose de passer un diplôme de coach sportif. Ok. Et parce que du coup, en fait, je savais pas où aller. En fait, je Ouais. sors du centre de formation, j'ai un bac, mais en même temps, j'ai jamais imaginé ce que je voulais faire. Ouais. Oui, on t'a jamais. Oui, c'est vrai que nous, on a tendance à toujours un peu se poser la question qu'est-ce que je peux faire plus tard, mais en fait, toi, très vite, c'était le foot et donc t'as rien imaginé. Enfin, il n'y avait pas de plan B, quoi. Exactement. Et puis moi, à l'époque, je suis dans un centre de formation. Enfin, je suis à Sedan, c'est un club de Ligue 2. Il n'y a pas forcément les moyens. On n'a pas d'école dans le centre de formation. Je suis au CNED. Le CNED, c'est les cours par correspondance. Et du coup, je travaille même pas. J'ai mon bac, mais Oui. là, j'ai mon bac pour faire plaisir à mes parents. Ok. Vraiment, moi, sinon, j'aurais pas passé mon bac. C'était vraiment parce je suis jeune. J'étais jeune, insouciant. Je me dis pas je vais avoir un souci aux yeux plus tard, en fait. En même temps, tu pouvais pas Non, je pouvais pas deviner, deviner, mais ça aurait pu m'arriver quelque chose d'autre. Oui. Ça aurait pu m'arriver quelque chose d'autre. T'aurais pu te blesser. J'aurais pu me blesser. J'aurais pu avoir plein de choses, en fait. Ouais. Mais quand t'es jeune, tu réfléchis pas à ça, en fait. Non. Donc voilà. Ok. Et du coup, là, il te dit est-ce que tu veux être coach sportif? Voilà, il me dit est-ce que tu veux passer un diplôme de coach sportif? Mon père, il a une entreprise, il a une salle de sport. Il peut t'embaucher. Allez, réveille-toi, c'est pas le moment. Je le connais depuis que j'ai 10 ans. J'ai joué au foot contre lui, on a joué ensemble. Et puis petit à petit comme ça, je crois qu'il me prend la main et on va à l'école nationale. Donc c'est l'Orange Bleu, c'est la salle de sport. Il m'amène là-bas à l'ENCP, ça s'appelle, c'est l'école nationale pour être coach sportif, qui est située à Rennes. Et il m'amène et puis je fais une lettre de motivation et je passe les tests physiques et petit à petit comme ça. Et là, à ce moment-là, t'y crois ou t'es là, bon, faut faire un truc J'y crois pas forcément, mais je me dis que ça peut être bien. Ok. Je me dis que ça peut être bien. Il y a quand même une porte de. Ouais, je me dis que là. ça peut être bien. Que de toute façon, il faut que je m'en sorte. Je peux pas rester comme ça en fait. Ouais, t'as déjà quand même ce mental. Ouais. Ok, là, il faut que je fasse quelque autant, chose. alors tous mes coachs m'ont toujours dit j'ai un très gros mental, mais autant là dans l'autre sens où quand j'ai su que c'était fini, le mental il était plus là en fait. Ouais, c'est fait tout l'inverse quoi. Exactement. Alors, j'ai pas un gros mental en fait. Alors là, je sais que j'en ai un gros mental, mais je sais que ça peut basculer très vite en fait. Ouais. Oui. Quand c'est spécifique ce que j'ai eu, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, quelque chose que personne connaît. Oui. Bah oui, t'es seul en fait. Tu te dis, et puis t'arrives le soir, tu vois bien. Ouais. Donc tu te dis, est-ce que c'est moi en fait qui est fou, et comme ça tu psychotes comme ça pendant un an presque à te dire, qu'est-ce que j'ai rien en fait, je suis fou. Comment tu l'as annoncé à tes parents et à ta sœur? Alors mes parents, je leur ai annoncé facilement, comme ça, j'ai expliqué clairement, je comprends pas, je vois une tache noire, parce que c'était une tache noire au début que je voyais. Je me dis que c'est bizarre. Et non, après mes parents l'ont bien pris direct. Okay. Quand j'ai arrêté le centre de formation, je suis retourné directement chez mes parents. Ok. Faut le savoir. Et la dépression est venue après. Après le moment où j'explique là qu'il y a le silence de 3 secondes dans le stade rempli, c'est venu là comme ça à partir de là un peu progressivement. Alors je chutais, de base je chutais, mais je suis quand même allé au travail. Oui. Enfin là après pendant 2 ans et demi, j'ai plus rien fait. D'accord. J'ai vraiment plus rien fait. Je me suis
C'était vraiment, j'étais au fond du trou. Tu sortais, tu dormais? Je sortais, je dormais, et puis à cette époque-là, j'avais un ami qui avait perdu sa mère. Et du coup, j'allais un petit peu chez lui. Du coup, je pense qu'on vous s'aidait, on s'entraidait à vivre un moment dur de notre vie, et en même temps, on s'enfonçait. Ouais. Mais c'est la vie, hein, c'est malheureusement. Et cet ami, tu l'as toujours aujourd'hui? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Et puis lui, ça va beaucoup mieux aussi. Ok. Oui, donc vous avez traversé la phase ensemble, quoi. Exactement. Ok. Puis il va être papa lui maintenant, donc tu vois, c'est très bien. Donc, je pensais pas que là j'aurais dit ça il y a 8, 9 ans, enfin même pas 8, 7, 6 ans en arrière, où j'étais dans le trou. Ouais, t'aurais jamais j'aurais pensé ça. Mais au début on s'en rend pas compte, parce qu'on prend du plaisir, mine de rien, quand on est avec des amis, on s'en rend pas compte. Ouais, du coup, qu'on est en train de descendre. Exactement. Et donc tu passes ce fameux certificat de coach sportif, ce diplôme? Ouais, le BPGEPS. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et ben après ça, je suis embauché directement. Ok. Et là, ça laisse pas de problème dans ton quotidien? Alors, les yeux? Ouais, alors, le sport non, alors là, bah, du coup, je fais que mon diplôme, hein. Je suis en même temps en alternance, du coup, c'est une alternance. Donc, je suis en alternance chez le père de mon ami. Et mais du coup là ça commence à aller mieux parce que je vois des gens différents de ce que je vois d'habitude au moment où ça allait pas. Okay. Donc je commence à m'ouvrir un peu plus, même si je suis quelqu'un je suis ouvert de base, mais là je m'étais quand même renfermé sur moi-même, et du coup de voir d'autres gens, de parler avec d'autres cultures, ça te sort ça me sort, parce qu'il y avait des gens de Madagascar, un peu partout, okay. Du coup je m'ouvre et je sens que je vais mieux. Ok, et tu arrives à... Par rapport à la gestion des machines et tout ça, par rapport à ouais, bien sûr. Bien sûr, j'arrive à bien voir. Alors, il faut savoir que quand je suis en intérieur, mon champ de vision revient, on va dire, à la normale. J'ai des zones de flou, okay. Mais c'est vraiment quand la luminosité du jour, quand je vais vraiment sortir dehors, que j'ai pas de bâtisse autour de moi, que j'ai pas la carrosserie de la voiture, par exemple. Okay. Là, on va dire que mon champ de vision est bon, entre guillemets. Mais okay. Quand je sors dehors, que je suis vraiment à l'air libre, c'est là où vraiment j'ai des grosses taches de flou dans mon champ de vision. Et oui, parce que donc là, tes yeux, il y en a un qui est plus touché que l'autre. Ouais. C'est lequel? C'est le droit. Qui est plus touché. Exactement. Ouais. Ok. Et du coup, donc comment là, par exemple, tu visualises quoi? Si tu pouvais expliquer. Là, on est en intérieur, donc ça va. Là, en intérieur, ça va, mais je vois quand même les zones de flou. Mais en fait, là, si je te regarde, je regarde ton front, enfin, je regarde tes yeux. La plante qui est à côté de moi, là, je la vois pas en fait. Ok, pas du tout. Alors là, je la vois, mais si on était dehors à parler dehors, je la verrais pas. Ok. Pareil, le vase qui est là, je le vois, mais je vois je le vois là, il est un peu flou, mais je le verrais pas du tout si on était dans le jour. D'accord. Donc j'ai des zones un petit peu partout dans mon champ qui sont floues comme ça en fait à cause de la luminosité du jour. Ok. Et oui, donc en fait, au quotidien, tu te concentres tout le temps et tu regardes. C'est ça, je saccade mon œil en fait. J'ai appris avec le temps en fait. Comme je vois bien dans l'axe sur un périmètre, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais sur 20 cm, on va dire à peu près, je saccade mon œil beaucoup pour pouvoir analyser mon environnement en fait. Ok. Et des fois, c'est dangereux. Ouais. Des fois, c'est dangereux. Rien quand là, je fais des ultra trails, donc il faut quand même. C'est des distances, je fais des 180 km, donc il y a les paysages à regarder, mais en même temps, j'ai les soucis aux yeux, donc faut que je regarde mes pieds, quoi. Donc il faut voir où je marche, faire attention aux gens. On va en parler un petit peu de ce que tu fais. Donc tu deviens coach sportif. Ouais. Ok. Et à quel moment tu te mets justement à faire du trail? Alors bien plus tard. Donc là, du coup, je suis en alternance. Chez le père de mon ami, et du coup je reste 2 ans, je fais 2 ans de coaching. Alors là ça va quand même beaucoup mieux, hein. Je me fixe des objectifs, je fais une ascension du Mont Blanc, enfin voilà, je me fixe plein d'objectifs. Ça t'aide ça, ouais. À te mettre des objectifs sportifs, j'imagine? Ouais, sportifs, ouais. De dépassement. Ok. Dépassement de soi. Du coup là je pars peut-être un peu inconsciemment parce que je pars le faire en solitaire. À l'époque, le Mont Blanc, on pouvait encore le faire en solitaire, sans prendre de nuit en refuge, et je pars un peu. Là, c'est un peu, du coup, ok, ça va un peu mieux dans la tête, mais il faut que je me prouve quand même les choses. Ok. Et du coup, moi, j'ai de la famille à Chamonix. Quand je leur explique que je suis parti en solitaire faire le Mont Blanc, ils me disent, c'est un peu inconscient. Et je me rends compte sur le moment quand je le fais que, alors, je suis inconscient, je suis très heureux de le faire. Mais je déconseillerais à une personne, pareil, qui a des objectifs comme moi, qui a un souci comme moi, de partir faire ça.
sans guide ou. Pourquoi? C'est quand même dangereux, on va dire. Il y a des gros risques quand t'es pas de la. De base. De base, il y a des gros risques. Et les risques de crevasse, avalanche, il y a plein de risques. Mais de partir tout seul, surtout en montagne, dans des sommets comme ça, c'est très dangereux et c'est pas recommandé du tout. Et toi, la maladie, elle t'a rendu la tâche beaucoup plus difficile encore? Pour faire ça? Ouais. Alors, du coup, bizarrement, je pense pas. Je pense que ça m'a plutôt aidé à me pousser, du coup. Mais peut-être trop. Dans le sens où je suis parti quand même un peu, pas à l'aveuglette, parce que je connaissais quand même un petit peu la montagne. Mais faire un sommet comme ça, le plus haut sommet de l'Europe occidentale, sans avoir fait de gros sommets avant, juste parce que tu veux te prouver des choses, c'est quand même un peu inconscient entre guillemets. Et il t'est rien arrivé? Il m'est rien arrivé, j'étais très heureux de moi, mais je me suis dit plus jamais je fais comme ça sur un coup de tête. Je prends mon temps, je réfléchis à ce que je fais et plus jamais je fais ça. Parce que la montagne ça va très vite. Hein. Ouais. Là j'habite dans les Pyrénées du coup maintenant et je fais quand même beaucoup de montagne et un accident ça arrive très rapidement quand même en montagne. Ok. Et donc tu fais le Mont Blanc. Ouais. Qu'est-ce que tu vas te mettre comme objectif après? Du coup ça va être quoi? Mont Blanc, du coup je déménage de Rennes. Ok. Du coup je sais pas l'ami du père chez qui je suis employé déménage avec sa femme à Montpellier. Ok. Du coup je vais les rejoindre à Montpellier sans objectif, hein. J'ai pas une autre salle qui va me prendre, j'ai rien du tout, c'est juste je pense pour me libérer c'est une mauvaise fréquentation, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que tu sentais quand même le cercle autour de toi, t'emmenais pas. Parce que je suis quand même là, ça va mieux, mais je vais pas refuser d'aller faire une soirée si on me propose. Ok. Donc je coupe tout. Dans ces moments-là, tu as eu l'impression de pouvoir tomber dans des addictions? Ouais, clairement. Et je pense que j'en suis tombé dedans aussi. Okay. Dans ces 2 ans et demi là, en alcoolémie, sortir 4-5 fois par semaine, c'est. Oui, puis à chaque fois tu voulais oublier donc. Oui. Okay. Donc oui, bien sûr. Bien sûr, au niveau addiction, on était en plein dedans. Hein. Alors je pense que oui. Je sais pas si je veux pas me le dire, mais bien sûr que oui, je pense que j'étais alcoolique aussi à ce moment-là. Hein. Okay. On va pas se le cacher, hein, mais tout ça pour oublier. Ouais. Et est-ce que ça a été dur de sortir de ça aussi? Quand on prend un rythme, le corps doit s'habituer forcément? Ouais, j'avais pris beaucoup de poids aussi, mais c'est vrai que de faire ce diplôme, en fait, ça m'a vraiment fait du bien, en fait. Ouais, parce que là, ça remettait le sport, la santé au milieu et exactement. Ça te permettait de repartir. Puis là, j'étais sport tous les jours. Le soir, je rentrais, je faisais mes cours en alternance chez mon ami. Du coup, j'avais pas le temps de souffler, en fait. Faire le mémoire en même temps. Là, je retrouvais une vie vraiment active. Je passais d'une vie vraiment active où je devais penser à des choses à une vie où je pensais juste à faire la fête, à oublier ma maladie en fait. Où je faisais rien quoi. Concrètement. Alors j'étais pas au chômage, j'étais pas à ça, j'étais rien, mais j'aurais pu l'être. Hein. Oui, mais tu vivais Je vivais de ce que j'avais gagné du foot et. Ok. Et donc là, tu décides de couper un peu le lien avec tes amis, tu pars sur Montpellier? Exactement, je pars sur Montpellier avec ces amis-là, mon ami et sa compagne. Et du coup, je fais 6 mois où je travaille en tant que livreur. Ok. Je me mets à l'athlétisme. Okay. Donc avec sa femme qui faisait les championnats de France d'athlé en 100 mètres, 200 mètres. Donc je me mets à l'athlé, je suis en groupe élite directement parce que j'ai quand même des capacités, j'ai toujours eu des bonnes capacités, même quand j'étais au foot. En général, j'étais toujours entre guillemets dans les premiers au niveau de la vitesse. Ok. Donc j'intègre le groupe élite à Montpellier de sprint. Donc je suis en même temps avec la femme de mon ami. Tout se passe bien, je suis livreur à côté et j'ai une proposition de coaching sur Montpellier. Ok. Donc de coach en salle. Donc pareil, dans la même enseigne. Et du coup, là, je viens signer mon CDI là-bas à Montpellier, dans cette salle-là. Ok. Et là, l'athlétisme, ça te pose pas de problème par rapport à ta vue? Non, du tout. Du tout. Alors oui, je suis sur la piste. Je pense que j'aurais fait du saut de haie, ça m'aurait dérangé. Ouais. Mais là, courir un 60 mètres ou un 100 mètres, de base, je commence là-dessus. Ouais. De base, je commence là-dessus, sur du 60, du 100 mètres. Et du coup, juste du sprint, hein, on va dire bêtement. Hein.
Du coup, bêtement, c'est quand même. Oui, on s'entend. On s'entend, ouais, mais c'est. Du coup, j'ai pas d'obstacle devant moi, enfin, c'est une ligne droite et puis basta. Ouais. Donc, non, pour là-dessus. Alors, je le vois, hein, ça me dérange, hein, dans le sens où c'est éprouvant. C'est fatigant. C'est fatigant, en fait, se concentrer 2 fois plus au niveau des yeux pour regarder. Après, là, je dois regarder la ligne, mes pieds et droit devant, donc on va dire que ça va. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis aussi. Je peux recommencer un sport. Enfin, en fait, ça m'a pas arrêté. Ah oui, non, complètement. La maladie m'a pas arrêté dans ce que j'aime faire. Complètement. Mais par contre, ça me fait comprendre que je serai limité dans les choix de sport que je pourrais faire. Ok. Je sais que je pourrais pas faire de sport de balle et ainsi de suite. Parce que à partir de ce moment-là, quand j'étais sorti de ces tests à Paris, le professeur Odo me dit que je vais avoir des choses spécifiques où je dois arrêter de manger beaucoup de viande, je dois manger beaucoup de poissons pour les oméga 3, je dois porter des lunettes spéciales tous les jours. Donc ça me met quand même des contraintes. Donc je sais aussi qu'à partir de ce moment-là, je ne vais pas faire n'importe quel sport. Et ces lunettes-là, c'est pour éviter que ça progresse la maladie? Non, du tout. Oui, c'est pour que mon œil ne s'abîme pas plus. Ok. Mais du coup, c'est pas un verre spécial. Ok. C'est juste un verre teinté en fait. Ah oui, pour éviter qu'avec la lumière, ça te... Juste pour que les UV abîment pas encore plus mes cônes. Ok. C'est juste ça. Après, j'ai pas de problème d'acidité. Donc, j'ai pas de flou sur le verre. D'accord. Ok. Et donc là, attelé. Je commence l'attelé, la livraison, pareil, du coup, toujours avec les lunettes et tout ça. Et du coup, j'ai ce poste de coach sportif qui arrive. Donc là, je me mets dans le coaching. Je fais l'attelé en même temps à côté. Donc je commence par du 60, du 100 mètres, du 200. Ensuite, je pars du groupe élite, je fais du 400, ainsi de suite, 1500 et jusqu'à semi-marathon, marathon. Et après, je pars du club d'athlètes pour partir faire du trail. Ok, pourquoi du trail? Je sais pas, je me ressentais plus là-dedans dans une épreuve, à me dire des grosses distances, à chercher le mental, à vraiment chercher le dépassement. Tu avais besoin que ce soit le mental, qu'à un moment donné, ce soit le mental qui prenne le dessus. Exactement, ouais. Ok. Et pareil pour la conduite, ça te pose pas de problème? Alors du coup non, avec la carrosserie de la voiture et les lunettes, j'ai pas de soucis. Alors je continue de saccader mon œil comme j'ai appris à le faire, mais j'ai pas eu de restriction au niveau parce que j'ai fait des tests du coup pour le permis de conduire. D'accord. Ah, t'as été obligé de faire des tests? Ouais, j'ai fait des tests du coup, et comme je vois bien quand même dans l'axe et que à l'intérieur, donc tu es en situation comme si c'était sous la carrosserie de la voiture, quand je fais les tests de champ de vision, on voit que je suis quand même réactif. Ok. Donc on voit que mon champ est très abîmé quand je suis hors de la carrosserie, enfin de la voiture, mais que par exemple dans la voiture, ça va. Pour l'instant, je peux. Okay. Par contre, je serai amené à faire d'autres tests pour pouvoir voir si, pour l'instant, mon champ de vision ne baisse pas, tant que les médecins et qu'au niveau des 15-20 ou du professeur Odo, ma vue ne baisse pas, que les tests ne montrent pas que ma vue baisse, enfin que du coup mon champ de vision se réduit encore plus. Ouais, tu peux conduire. Je peux continuer. Ok. Et oui, donc ça se trouve un jour à te dire non, là Jérémy, c'est fini quoi. Super. Là, ça serait un peu plus embêtant. Ouais. Oui, parce qu'en fait, là, ça ajouterait un handicap dans ton quotidien. Exactement. Là, alors ça va mieux, mais l'épée de Damoclès, en gros, c'est de dire que ça va se dégrader. Je sais pas si ça va se dégrader ou si ça va se stabiliser. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien, en fait. Ok, parce que là, pour l'instant, la maladie, elle s'est stabilisée. Ok. Après, là, ça fait du coup 2 ans que j'ai pas refait de test. Là, du coup, comme il y a beaucoup c'est dur dans les hôpitaux, on le sait bien en France, et là pour les yeux encore plus, du moins, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnel, c'est un centre de maladies rares, Okay. Donc ils n'ont pas beaucoup de personnel. Du coup, je suis obligé donc là, je retourne sur Montpellier pour pouvoir faire des tests poussés. Eux aussi, ils ont des machines. Okay. Et ensuite, l'analyse avec les tests de Montpellier et la prise de sang que je vais faire, ils vont pouvoir faire un lien et voir si ça a baissé, s'ils trouvent un gène au niveau de mes parents et de moi. Okay. Enfin là, c'est en cours de construction là pour voir comment ça s'est développé. Ok, et toi, tu n'as pas l'impression que ça évolue? Je ne sais pas trop comment l'estimer. Pour moi, ça s'est stabilisé. Ok. Est-ce que je me rassure aussi? Je ne sais pas trop. Parce que là, en fait, aujourd'hui, ils ne savent pas dire si tu vas finir aveugle ou pas. En fait. C'est ça.
Ok. Et en fait, c'est plus ça qui me stresse, entre guillemets. Ouais. Où je me dis, S'entendre. où je me dis que, ok, est-ce que je vais devenir aveugle en fait? Mais pour l'instant, enfin, je me plains pas. Hein, Ouais. Et franchement, enfin, je pense que ça m'aide aussi à profiter vraiment, profiter de la vie et de me dire aussi, réalise ce que tu as envie de faire. Parce que pendant là, ces 3 ans là où je fais la dépression, enfin, j'aurais pu optimiser mon temps à faire autre chose en fait. Ok, et dans le trail, tu retrouves donc un moyen de te dépasser mentalement, Exactement, ouais. de profiter en voyant plein de choses, plein de paysages. Parce que je peux encore le voir aussi, et c'est ce que je me dis. Hein. Ouais. Je veux profiter de ces choses-là. Enfin, mes premières montagnes, je trouvais ça exceptionnel en fait. Et enfin, même quand je suis monté en haut du Mont Blanc, quand j'ai commencé à faire vraiment des gros trails, monter dans les Pyrénées, faire tous les sommets des Pyrénées, donc sur la chance qu'on a en fait d'avoir tout ça et que je puisse encore le voir en fait. Ouais. Du coup, je me dis, ok, t'as la chance de pouvoir voir encore, profites-en en fait. Dépasse-toi encore Ouais, plus pour voir dépasse-toi. le maximum. Alors rends-toi de choses. fier en te dépassant exactement au niveau du sport. Et là, dorénavant, l'ultra trail, mais aussi profite de ce que tu vois. Moi, quand je suis en trail, je prends le temps de prendre des photos et de m'arrêter en haut de la montagne. Ouais. Alors, j'y vais pas à 2 à l'heure, hein, mais je prends le temps. Enfin, je vois beaucoup de trailers qui filment et qui. C'est le chrono, quoi. Exactement. Bon, je m'intéresse aussi au chrono parce que j'ai cet esprit de compétition. Oui. Mais je m'arrêterai toujours en haut de la montagne pour pouvoir admirer le spectacle. Ouais. Parce que j'ai ça et parce que je sais la chance que c'est d'avoir les yeux encore. Et peut-être que là, dans 4 ans, on se reparlera et bon, ce sera plus le cas. Ouais. Mais du moins, j'aurais pris le temps d'admirer exactement. Oui, donc rempli de gratitude quand tu es en haut Bien d'une sûr. montagne, quoi. Ouais, c'est clair. C'est quoi la plus grosse course que tu as faite? Du coup, c'est la Diagonale des Fous à La Réunion. Ok. Combien de kilomètres? Du coup, là, cette année-là, c'était sur la montre en tout cas, c'était écrit 179. Ok. Donc, ils en avaient annoncé 175, mais on avait fait presque 180. Donc, avec presque 11 km de dénivelé. Même là, ils rajoutent des kilomètres. Ouais, c'est la course avec l'UTMB. Hein. Ok. Combien de temps de course? Et du coup, 48 heures de course. Ok. Et donc là, ça se passe comment au niveau de tes yeux? Est-ce que du coup, ça rend la tâche plus difficile? Alors oui, dans le jour, hein, toujours, hein, parce que moi, c'est dans le jour que je vois mal, mais du coup, on part de nuit, on part à 21 h. Ok. Du coup, on commence presque dans l'obscurité directement, donc nickel pour donc toi. je commence nickel. Ça faisait 2 semaines que j'étais à La Réunion, il y avait fait entre 28 et 30 degrés toutes les 2 semaines. Pas un nuage, pas un soleil, et le jour de la course, il y a pluie, brume à volonté. Donc le soleil se cache et c'est pas plus mal pour mes yeux en fait. Oui, par contre, oui. Les conditions deviennent plus difficiles, mais toi, au final, pour ta vue, ça s'améliore, quoi. Exactement, ouais. Ok. Et donc, je passe jusqu'à 14 h, 15 h, j'ai pas de soleil du tout encore. Donc, alors j'ai un peu de soleil sur les sommets, où on voit la mer de nuages, où c'est magnifique. Hein. Ok. Mais après, pour le reste de la course, j'ai pas de soucis de luminosité. J'ai pas de... Ok, oui, donc ça te pose pas de problème. Alors ça me pose des légers soucis, hein, mais j'entends où je dois vraiment regarder où je mets les pieds, quel caillou je vais poser le pied. Ouais. Voilà, tu chutes souvent? Je chute souvent, plus ou moins, mais je chute. Okay. Ça, je chute. Plus que... Quand je vais vouloir, en fait, c'est quand je vais un peu moins lucide et que je vais vouloir accélérer un petit peu. C'est là où je vais du coup un peu moins attentif et des fois je vais un peu moins voir. Une bêtise, mais une branche qui est sur le côté dans mon champ de vision, je la vois pas, elle attache je me suis pas décalé, elle attache mon t-shirt, voilà, je fais une chute. Ouais, j'imagine aussi avec la fatigue, tu as moins ce réflexe de saccader ton œil et donc tu vois peut-être moins les choses. Exactement, ouais. Ok. Je fais moins attention à mon champ de vision, ouais. Et tu le vis comment le fait d'être seul avec cette maladie? De ne pas avoir de référence ou de personne avec qui tu peux en discuter, qui peut te comprendre. Ouais, au début, c'était dur. Et puis au final, je pense que je me suis dit, il y a des pires en fait, comme je le disais. Hein. Il y a des pires et que. C'est sûr que s'il y avait quelqu'un d'autre avec qui je pourrais en discuter et que si on trouvait une solution, même pour des gens, parce que peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont ça, hein, on sait pas au final, peut-être d'autres gens qui n'ont pas déclaré au niveau,
qui se rendent même pas compte qu'ils ont la maladie en fait et qu'ils n'ont pas les moyens d'aller voir un ophtalmo ou d'aller à l'hôpital au cas où. Ouais. Enfin, c'est sûr que ce serait bien parce que ça avancerait même pour d'autres gens. Imaginons que d'autres gens aient ça plus tard pour la recherche de France en fait. Oui, parce que là, l'un des plus gros problèmes, c'est le fait que tu sois tout seul. Il n'y a pas non plus beaucoup de financement pour aller rechercher un traitement pour limiter la progression de la maladie, quoi. Exactement. Et en fait, même pour les autres en maladies orphelines et maladies rares, Oui. c'est compliqué pour eux aussi. Encore plus ou moins parce qu'il n'y a pas... On n'a rien en fait, c'est une feuille blanche. Bah ouais, c'est toi qui écris sur la feuille avec les Exactement. Et là c'est compliqué. Alors je le vis pas, d'être le seul, je le vis pas mal. Ok. Je me dis que je suis unique. Bon, on est tous uniques, hein, mais non, je le vis pas mal. Je préférais qu'on trouve des solutions, c'est sûr. Ouais. Parce que rien que pour savoir si je vais perdre la vue, ça c'est quand même quelque chose. Ouais, ça c'est le plus gros, j'allais dire, point noir. Exactement. Ben, oui, si, on peut le dire. On peut le dire, c'est pas un souci, mais ouais, on verra de toute façon comment ça se déroulera. Ok. Et c'est quoi la meilleure réaction que peuvent avoir les proches quand on est dans cette situation? La meilleure réaction, c'est déjà de nous comprendre. Comment on peut comprendre? D'avoir de la compassion, en fait, de quand on explique le souci, de pas se faire prendre pour un fou, en fait. De comprendre, ok, et de s'intéresser à la personne, en fait. Mais t'as l'impression que des fois on te prenait pour un fou. Ouais, clairement. Oui, il n'y avait pas juste toi qui te posais des questions. Non, clairement, quand on est dans un centre de formation qui a 80 joueurs au début, je sais pas, on a entre 14 à 18 ans. Enfin, on est jeune, on va parler d'une maladie rare à quelqu'un, une maladie orpheline. Qu'est-ce que tu me racontes en gros Et au niveau de tes proches, on t'a cru par contre tout de suite? De suite. Ok. De suite, ils m'ont accompagné. C'est pour ça aussi qu'ils m'en voulaient, parce que je me suis quand même mis de côté, alors qu'ils avaient été quand même là. Ouais. Mais c'était un ensemble en fait où t'avais beaucoup de culpabilité, quoi. C'est exactement ça. Ok. Donc c'est quoi? Beaucoup de compassion, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, et puis d'accompagner surtout. Ouais. Même si ça va être dur pour la personne qui a ça, c'est d'essayer d'accompagner, de le tirer de l'avant, de le prendre par la main en fait, d'essayer de trouver des solutions. Ouais. Pas le laisser, je veux dire comme moi, partir dans une dépression en fait. Ouais, la dérive. Exactement. Et je dis pas que mes parents n'ont pas été là, mais peut-être limite ils auraient dû me tirer et me dire c'est compliqué parce que mentalement je l'aurais pas accepté même. Oui. Donc je sais pas qu'est-ce qui est bon, je suis personne pour dire qu'est-ce qui est bon ou pas à faire. Je peux donner mon point de vue, mais... Bien sûr, l'idée c'est de se dire, voilà, s'il y a des gens qui ont des proches, comment on peut les guider au mieux non, c'est clair, mais ouais, c'est ça. Difficile, quoi. Compassion et puis croire. Pas... Parce que quand j'expliquais ça au centre de formation au début, il dit arrête, genre, en gros... T'as pas envie de bosser aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Tu trouves pas des excuses, tu vois. Ouais. Après, il y en a quand même, j'ai des amis qui sont passés professionnels après, quand j'étais au centre de formation Auxerre, qui m'ont cru direct. Hein. Mais c'est vrai que, là où je suis triste, où je suis déçu de moi, c'est que j'ai perdu tous ces contacts-là. Je suis en contact encore avec certains, mais ils ont quand même été là pour moi. Et puis, dans ce moment-là, j'ai fait comme avec mes parents, en fait. Je me suis mis dans ma carapace et j'ai coupé court. Ok. Oui, à ce moment, en fait, tu voulais être seul, quoi. Ouais. Au début, je suis resté tout seul. Après, j'étais avec mes amis et là, du coup, parce que je pense que du coup, je voyais des idées noires, à mon avis, tout seul. Et du coup, là, j'ai voulu être accompagné. Du coup, je me suis rapproché de mes anciens amis, enfin mes premiers amis. Et bon, cercle vicieux. Petit à petit. Cercle vicieux. Ouais. Et est-ce que tu t'es rendu compte que quand même le fait d'avoir des gens autour de toi, ça t'aidait à accepter la maladie? Ah mais complètement. À ce moment-là, au début, c'est pas que ça me permet de l'accepter, c'est que ça me permet de l'oublier. Ouais. Ça me permet de l'oublier. Mais au quotidien, ça me fait l'accepter aussi. Ouais. Puisque au quotidien, je me rends compte. Ça t'a fait faire le tri dans certains amis? Ouais, bien sûr. À part ceux qui tendent bien sûr, ceux néfastes en fait. Ouais. Ceux néfastes et tant mieux parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui à te parler, je pense. Ouais, tu penses que ça aurait été jusque-là? Ah, ça aurait pu, oui. Ok. Ouais, clairement, j'en suis persuadé. Hein. Et le trail aujourd'hui, tu le vois comment par rapport à tout ça? Eh ben, c'est
c'est ma raison de vivre, on va dire, entre guillemets. Ouais. Vraiment, c'est mon défouloir. Je me retrouve tout seul, mais en même temps, je repense à tout ça. Je vois mon grand-père, je vois mes parents qui m'aidaient. Enfin, quand on se retrouve 35 heures sur un sentier ou 48 heures sur un sentier, on a le temps de réfléchir. Oui, je pense. Après, on n'est jamais tout seul. Oui. Mais ça peut arriver que pendant 3-4 heures, là, à la diagonale, pendant 3-4 heures, à ma fade, j'étais tout seul. Donc, t'es tout seul dans la brume. Oui, t'as le temps de te refaire. T'as le temps de réfléchir. Ouais. Oui, et en même temps, t'as le côté où t'es tout seul et pour autant, t'as le côté où tu te dépasses, où en fait, t'arrives à te retrouver tout seul comme ça pouvait être au départ. Mais là, t'es dans l'acceptation, dans l'abondance et la gratitude, quoi. Exactement, oui. Et puis, je me dis que je suis pas tout seul, en fait, du coup. Là, je kiffe le moment d'être seul, Ouais. mais parce que je sais que derrière, j'ai les gens qui vont être là après. Donc, je suis pas seul au final. Je sais que à la ligne d'arrivée, je vais avoir mes parents qui vont être là. Oui. Et là, je vais être le plus heureux. Et que je vais avoir ma compagne aussi qui va être là. Je sais que quand je vais arriver à la ligne d'arrivée, je serai pas tout seul, en fait. C'est difficile d'aller forcément vers les autres, donc vers ta compagne et tout ça quand on a cette maladie. Est-ce que c'est difficile d'en parler ou on a l'impression que ça met des barrières ou... Alors, c'est pas difficile d'en parler maintenant, mais j'en parle pas forcément. Ok. J'en parle pas forcément, c'est plus elle qui va venir m'en parler. Ok. C'est plus elle qui va être dans la bienveillance, qui va me dire oublie, parce que souvent je mets pas tout le temps mes lunettes, et elle va me dire tes lunettes, là tu plisses les yeux, je vois que t'as... Puis en fait, on se regarde dans les yeux en général, donc elle voit dans mon œil, de base j'ai les yeux marrons moi, et en fait avec la maladie j'ai les yeux qui sont très éclaircis. D'accord. Et en fait, elle voit que ma pupille se dilate quand vraiment je commence à fatiguer et quand je suis à l'air libre, j'ai mon œil un peu j'ai ma pupille qui s'agrandit et j'ai l'œil très très clair. Ça arrive. D'accord. Donc chez beaucoup de personnes, ça arrive aussi, hein, l'œil éclairci à la lumière, mais elle va me voir directement plisser les yeux et. Elle va savoir quoi. Ouais, exactement. Ok. Et tes lunettes. Et ça a été dur de lui dire, t'as eu peur au départ de lui dire que t'avais cette maladie? Non. Non, toi, ça mettait pas de barrière? Non, non, pas du tout. Je pense pas que j'en ai parlé direct, mais non, ça n'a pas été un frein. Oui, t'as pas eu peur. Non. Ok. On va dire que c'est une maladie invisible. Hein, ouais. C'est plus compliqué pour la personne qui l'a, ça se voit pas en fait. Oui. Donc si on te le dit pas, tu le sais pas. Oui, bah oui, j'aurais pu ne pas en parler. Je sais pas si j'en ai pas parlé direct, mais ça a dû venir petit à petit comme ça. Oui, c'est pas un truc où tu t'es dit mince, ça se trouve, elle va. Après, j'essaye de le garder quand même pour moi. Je veux pas trop m'exprimer là-dessus. Enfin, ça me dérange pas d'en parler. Hein. Mais je vais pas être là à pleurer entre guillemets sur mon sort, à dire j'ai ça. Il y a des fois où tu es obligé d'en parler pour certaines situations, certaines, je sais pas, expériences. Tu es obligé de dire, bah là par contre, j'ai un problème au niveau des yeux et ma vision est pas parfaite. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Ok. À part pour du coup les tests aux yeux où j'avais refait, où on avait refait les tests où là, du coup, il fallait que je notifie exactement ce que j'avais, mais sinon, comme ça, j'ai pas. T'as pas de contre-indication. Non, là par exemple quand je suis parti faire du parapente ou truc comme ça, je pense peut-être que pour passer le diplôme ou tout comme ça, parce que là du coup je serais à l'air libre. Ok. Donc je pense que ça par exemple c'est pas possible pour moi en fait. Ouais. Accompagné oui, mais tout seul. Oui, c'est un peu. Je pars un peu. Juste, quoi. Ouais, un peu comme sauter d'un pont quoi. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que tu as des choses à nous dire? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent par rapport à tout ça? Eh ben, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire aux gens d'essayer de pas tomber dans la dépression, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais surtout de trouver les bonnes personnes, quoi, d'être bien accompagné, et voilà, enfin, je sais que c'est pas facile, j'en suis la preuve, hein. Ouais. Mais... Malgré un fort mental... je me lance pas des fleurs, hein, mais mes coachs m'ont toujours dit, ton point fort, c'est le mental. Alors des fois j'étais pas forcément le plus technique de l'équipe, mais par contre sur tous les clubs que j'ai fait, j'ai fait 4 ou 5 clubs, mon point fort c'était le mental. Ouais. Donc on voit comment ça peut aller très vite aussi. Ouais, dans les deux sens. Hein. Ça peut aller très vite, ça va mieux et très vite t'es au fond du trou en fait. Ouais.
Mais ouais, ce que je pourrais dire aux gens, ouais, c'est ça, d'être surtout bien accompagné en fait. C'est le plus important. Et de pas refuser en fait la main qu'on vous tend en fait. Ouais, même si on a envie d'être seul, même si on en veut la terre entière. Ouais, faut y aller avec colère, quoi, mais faut y aller. Faut prendre la main, ouais, exactement. Faut prendre la main parce qu'après, c'est pas irréversible, hein, j'en suis la preuve, mais ça va être dur après de relever la tête. Ouais. Ça va être très très dur et puis après, bah, il y a les addictions, hein, comme on dit, ça va très vite. Hein. Aussi. Un peu trop vite. Trop vite. Toi, t'en as trouvé une bonne, ça va. Oui, ça va, heureusement. Mais ouais, bah, parce que je fais du trail, mais j'essaie de faire de plus en plus d'alpinisme, pardon. Et du coup, là, dans les Pyrénées, j'ai fait c'est l'alpinisme, c'est pas les Alpes, hein, mais du coup, je me suis vu à faire beaucoup de montagnes et vraiment, je prends du plaisir à ça. Et donc ça, avec la lumière du jour qui peut refléter, par exemple, dans la neige et tout ça te pose pas forcément de problème? Alors, j'ai un léger trouble. Après là, du coup, j'ai lunettes catégorie, c'est un verre spécial que j'ai. Ok. Donc quand je pars comme ça, j'ai une paire de lunettes vraiment catégorie, alors c'est 4-5, c'est un verre spécial. Okay. Je crois que le plus c'est le 4 et ça doit être, c'est un verre au-dessus. D'accord. C'est un verre spécial qu'on doit faire sur une monture. Et par contre quand je pars comme ça en expédition, en ascension comme ça, je pars avec ces lunettes-là obligatoirement. Ok. J'ai le léger trouble, mais alors s'il y a un oiseau qui passe, peut-être que je vais pas le voir directement dans mon champ de vision, mais ça va, je vois bien, ça n'empêche pas. J'ai un axe quand même de 20-30 cm dans l'axe où je vois, donc. Ok, parce que ces verres-là, ils sont très foncés. Ouais. Ok. Oui, donc du coup, t'as moins la lumière qui passe. Exactement. Ouais. Ok, donc tu arrives à retrouver une vue à peu près normale. Ouais, exactement. Ok, trop bien. Et pourquoi toujours repousser la limite, l'alpinisme, plus que le trail? Alors, les deux, parce que l'alpinisme c'est différent. C'est vraiment, le trail c'est plus le dépassement de soi. Ok. Et l'alpinisme aussi, mais l'alpinisme c'est vraiment, c'est un autre endroit en fait. Le trail c'est de la randonnée où tu cours. Ouais. L'alpinisme c'est des endroits où il n'y a pas grand monde qui y vont. Il y a du monde quand même, mais c'est d'autres endroits où il n'y a pas grand monde qui y vont. Ouais, donc, tu veux voir le maximum de choses pour être sûr que si demain... Exactement, et en fait c'est à faire le Mont Blanc, c'est là où j'ai pris vraiment plaisir. Depuis ce jour-là, dès que j'avais fait le Mont Blanc, je m'étais dit un jour je ferai les 7 sommets de chaque continent. Et je m'étais dit ça. Et du coup, là c'est en projet, j'en parle pas trop, mais ça fait... Depuis que j'avais eu la maladie, depuis que ça allait mieux, j'en parle autour de moi et je m'étais dit que ce projet-là, un jour je le ferai. Tu veux en parler de ce projet ? On peut en parler, ouais, un petit peu. Avec plaisir. On peut en parler, mais là, c'est en train de se faire entre guillemets, puisque ça prend du temps et c'est de l'argent. Mais ouais, le but, ce serait de faire les 7 sommets de chaque continent. C'est un défi qu'on appelle les 7 summits. Ok. Et ce serait de faire chaque sommet de chaque continent, chaque plus haut sommet de chaque continent, en haut de la montagne, de monter tout en haut et de voir le spectacle, qu'est-ce qu'il nous réserve. Et donc pour aussi cette maladie, et puis essayer de trouver des financements pour les maladies là, donc donner l'argent à une association de maladies rares. Ok. Pour pouvoir justement aider au niveau du matériel et aider à la recherche justement de France, parce que c'est pas facile, hein. Je suis le cas, mais il y a d'autres cas comme moi. Moi je suis le seul cas de cette maladie là, mais il y a d'autres gens, ils ont plein de maladies rares. Hein. Oui, où les gens sont seuls et en fait il y a une quantité de gens seuls qui ont la maladie seule. Je suis pas le seul à avoir fait une dépression comme ça, je suppose, hein. Je connais personne, hein. Mais je suppose que ça va être très dur pour beaucoup de personnes. Alors on est une petite quantité, hein, je suppose. Hein. Maladie rare, ça apporte son nom, hein. C'est rare. Ouais. Hein. Mais ouais, le but ce serait de faire ça, de faire on n'a pas encore choisi ce qu'on voulait faire, mais là c'est en train de se faire avec les monteurs et tout ça, mais faire soit une petite série pour faire les 7 sommets, faire 7 petites séries ou faire un film complet. On ne sait pas encore, ça prend du temps, hein. Mais on espère, si on a les sponsors et les financements, pouvoir réussir à faire ce projet qui pourrait être incroyable et qui est pour une bonne cause en fait. Et c'est quoi le message que tu aimerais faire passer à travers ce film ou ces mini-séries ? Ça serait de montrer que même en étant descendu au plus bas, même avec une maladie où on vous dit ouais, peut-être que vous allez plus pouvoir rien faire, on peut faire quand même des grandes choses en fait. Ouais.
Et je pense qu'il y a aussi pour moi, pas mon orgueil, mais pour être fier de moi, pour ma fierté, de me dire ok, j'ai réussi. J'ai réussi, c'est pas pour faire comme tout le monde, hein. C'est un projet que j'ai depuis bien longtemps, hein. Mais c'est vraiment pour me dire ok, là t'as réussi. Et puis depuis que là je vais en montagne, vraiment que je prends du plaisir à faire ça, c'est là où je me dis ok, là qu'est-ce que tu veux faire là je passe les 30 ans, je suis pas vieux, hein, mais ça va pas aller en descendant, je vais pas rajeunir, hein, donc mais non, on aimerait tout, mais ça n'arrive pas. Mais pas tout Benjamin Button. mais non, mais du coup voilà, je me dis que là faut se lancer et c'est le moment en fait. C'est le moment, j'ai pris de la maturité, c'est bon, j'ai accepté la maladie, il y a pire que moi, sans dire et là que tu peux le faire, donc voilà, si j'ai l'occasion, les sponsors, c'est en train de se faire. Là, le premier sommet, ça devrait être le Kilimandjaro l'année prochaine. Ok. Si tout se passe bien, donc le plus haut sommet d'Afrique. Mais on espère que ça va se faire de fil en aiguille et que le projet va aboutir, parce que c'est un sacré budget quand même, hein. Ouais, j'imagine. Donc s'il y a des sponsors, on espère pouvoir les avoir. S'il y a des sponsors qui nous écoutent, avec plaisir. Pas hésiter. Ok. Rien n'est jamais perdu, quoi. Ça pourrait être la phrase de fin, ça. Rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir partagé ton expérience et ton quotidien surtout. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.